Bienvenue dans cette seconde partie de Tout est politique si vous nous rejoignez. Bonjour Joachim Pueyo. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Orne. Vous avez été directeur des maisons d'arrêt de Fresnes, puis de Fleury-Mérogis et puis de plein d'autres encore. Isoler les détenus islamistes, c'est le mot d'ordre de Manuel Valls. Est-ce que ça va, selon vous, vraiment enrayer la contagion ? Je pense que oui, même si le risque zéro n'existe pas, y compris dans les prisons. Déjà, nous avons pris des mesures, notamment concernant certains détenus radicaux qui ont été écroués pour des faits de terrorisme. Nous avons des détenus qui appartenaient au GIA, par exemple, et qui ont été affectés, et qui ont été affectés dans des quartiers d'isolement. Puisque dans les grosses maisons d'arrêt, et même dans toutes les maisons d'arrêt, vous avez des cellules, des quartiers d'isolement, ce qui veut dire que les détenus sont seuls en cellule, ils vont seuls en promenade, et ils sont constamment encadrés par des surveillants pour leur déplacement. Ça, c'est les quartiers d'isolement. Par contre, ce que propose le gouvernement, et notamment le Premier ministre, c'est d'isoler dans des quartiers dédiés les détenus. Ce n'est pas un quartier d'isolement, simplement on les sépare du reste de la population pénale pour protéger les détenus les plus fragiles qui pourraient être à leur tour... Qui pourraient basculer dans cet endoctrinement. Absolument. Est-ce qu'on peut les isoler du monde extérieur, sachant qu'ils se procurent, ils ont des téléphones portables et ils peuvent communiquer avec des gens comme Bégal, par exemple, qui est en résidence surveillée aujourd'hui, donc je crois dans le département du Cantal, et qui est un terroriste bien connu. Alors là, vous posez la question de la sécurisation des établissements pénitentiaires. Alors c'est vrai que malheureusement, il y a des portables qui rentrent, il y a des produits illicites qui rentrent, et qu'il faut absolument qu'il y ait des moyens complémentaires. Donc il faut aussi renforcer les surveillants. Pour renforcer effectivement la sécurité par des moyens techniques, mais également par des personnels. Et je crois que le garde des Sceaux avait lancé en 2013 ou 2014 un plan pour sécuriser les établissements pénitentiaires, par exemple avec des portiques beaucoup plus performants, des portiques millimétriques qui coûtent très cher, mais qui permet là par contre de détecter les portables et les produits illicites. Donc il y a tout un travail pour sécuriser les établissements et puis également pour éviter que la contagion se propage. Et donc, créer des quartiers dédiés aux islamistes radicaux, je pense que c'est une expérimentation qui a été faite à Fresnes, qui est en cours d'évaluation. Moi, j'ai eu des informations par le directeur de ces établissements et qui me dit quand même que l'expérimentation est positive. Mais pardonnez-moi, mettre tous ces détenus radicaux ensemble, du coup, ça devient une potentielle cellule terroriste, puisque ça devient un groupe. Ils ne seront pas tous ensemble parce qu'ils seront répartis dans plusieurs quartiers. Il faut éviter d'ailleurs de les mettre tous ensemble sur un même établissement. Ils sont par exemple combien ? Comment ça se concrétise ? C'est une chambre de 20 mètres carrés, c'est quoi ? Alors, l'idéal, c'est qu'ils soient seuls en cellule. Pour l'instant, à Fresnes, 2 tiers sont seuls en cellule, premièrement. Deuxièmement, il ne faudrait pas que ces quartiers dépassent une vingtaine de détenus si on veut que les surveillants aient vraiment une emprise et puissent effectivement faire un travail à la fois d'observation et pour alimenter également le renseignement. Donc, je crois que c'est un travail de fond. Il y a un mal endémique également dans les maisons d'arrêt, c'est la surpopulation pénale qui peut contribuer effectivement à propager cette contagion. Alors, on a parlé, M. Valls en a parlé, de la formation des imams. Oui. Bon, je crois que c'est important. En France, je crois que nous avons 4 centres de formation pour imams, dont un qui remonte dans les années Mitterrand, qui se trouve à Château-Chinon. Et là, quand on a vu un reportage récemment, en effet, ce sont des gens qui sont financés par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, qui sont quand même 2 pays arabes. Donc vous dites que c'est pas public ? C'est pas des financements publics ? Non, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui les forment, qui les financent, et qui sont quand même 2 pays qui jouent un double jeu, double langage. On le sait, les Qataris financent le Hamas, financent certains islamistes, et dans le même temps, ils essayent de jouer avec les Occidentaux contre la menace terroriste. Est-ce que ça, c'est pas sérieux ? Est-ce qu'il ne faut pas changer tout ça ? Est-ce que M. Valls, qui est volontaire, qui veut se battre, peut changer cela ? Je pense qu'il faut qu'on regarde effectivement cette formation des imams. Mais par contre, pour les établissements pénitentiaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des aumôniers qui sont agréés par les pouvoirs publics et par l'administration pénitentiaire après une enquête qui est faite par le préfet. Oui, ils reçoivent effectivement des indemnités. Alors 60 postes en plus, c'est suffisant ? Mais sur les imams, moi je voudrais vous entendre. Alors, attendez, par contre, il faut que l'islam également réfléchisse à cette formation
qui, dans des pays tels que le nôtre, doivent plutôt mettre en valeur l'islam, un islam éclairé, et un islam qui accepte également nos valeurs républicaines. Moi, je pense que les aumôniers qui sont affectés dans les prisons, bien sûr, doivent accepter nos valeurs républicaines, doivent accepter la loi républicaine et la loi laïque. Ensuite, permettre à des hommes et des femmes qui sont détenus ou pas de suivre leur culte dans des bonnes conditions avec dignité, oui, c'est l'honneur de notre République, mais sous réserve que les valeurs républicaines soient réellement acceptées et qu'on ne veuille pas mettre en place un islam qui veut imposer son pouvoir religieux sur nos institutions. Alors, voilà, ça c'est un problème de fond par rapport à la formation. Alors Joachim Pueyo, vous nous parlez des aumôniers. Manuel Valls a annoncé 60 postes en plus. Aujourd'hui, il y en a 182 dans les prisons françaises. On sait que la population carcérale est essentiellement composée de personnes de confession musulmane. Pensez-vous que c'est suffisant, 60 postes en plus? C'est déjà mieux. Parce qu'en 2013, il y a eu 15 postes de créés, en 2014, 15 qui fait 30, plus 60, donc c'est quand même une amélioration. Par ailleurs, il ne faut pas considérer également que tous les détenus suivent un culte. Vous avez des détenus d'origine africaine qui ne sont pas forcément liés à un culte. Je crois qu'on, c'est pas parce qu'un détenu arrive du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie qu'il va suivre un culte. Donc, je veux dire qu'il faut, on n'a pas le droit de demander dans les prisons la religion, puisque nous sommes un établissement public. Ensuite, ils peuvent suivre un culte. On a à peu près le chiffre des détenus qui suivent le ramadan. Sur 60 000 détenus, il y a à peu près 10 000. Donc entre 8 et 10 000 détenus qui s'inscrivent au ramadan, parce que c'est pour la distribution du repas. Donc je pense que la formation des aumôniers, c'est vrai que c'est important. Je pense que le fait que les aumôniers puissent intervenir auprès des détenus qui se radicalisent, je pense que c'est une option qui me paraît intéressante, même si je peux observer que certains détenus radicaux ne veulent pas entendre parler d'aumôniers, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez fondamentalistes. Donc ils préfèrent le prédicateur. Ils préfèrent effectivement écouter ceux qui s'autoproclament imams. J'ai été très frappé récemment par la déclaration de François Hollande qui a déclaré que l'islam est compatible avec la démocratie, ça veut dire au sens occidental du terme. Est-ce qu'il n'aimait pas là un vœu pieux ? Je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais c'est un vœu quand même qui est très positif et très intéressant. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est faisable ? Alors, je pense que dans nos pays occidentaux, dans nos démocraties, il faut effectivement que ce soit compatible. Autrement, ça marche pas. Donc il faut le dire également. Ça, c'est une phrase très forte. En Tunisie, je pense que c'est un petit peu l'option du gouvernement actuel. En Turquie, alors depuis Mustafa Kemal, vous me direz effectivement qu'il était un grand laïc, qui a fait une véritable révolution. Vous savez que c'est lui qui avait supprimé le califat, le sultanat également, donc qui avait fait une véritable révolution. Mais actuellement, en Turquie, les Turcs sont de confession musulmane en grande majorité, mais c'est compatible avec une démocratie depuis Kemal. Et j'espère que ça pourra être pérennisé dans les années à venir. Peut-être moins que M. Erdogan. Alors ça, c'est un autre sujet. Oui, tout à fait. Donc, je pense également que la démocratie est nécessaire, y compris dans des pays où cette religion est dominante. Mais effectivement, le modèle de la laïcité à la française, là, c'est une autre question, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Mais alors, justement, le domaine de la laïcité à la française. Donc, depuis ces attentats qui ont frappé Paris, il y a 2 points sur lesquels tous les politiques se focalisent. C'est 1, les prisons, 2, l'école. Pensez-vous que réellement, c'est à cause de l'éducation et du suivi des détenus qu'on en arrive là ? Non, je trouve que ce serait trop facile de stigmatiser la prison qui n'est que le reflet, en réalité, d'une société, ou stigmatiser l'école. Vous savez, ceux qui partent, par exemple, en Syrie, ceux qui sont repérés comme des personnes radicales, elles ne sont pas forcément connues. On a des quantités de jeunes... Connus de qui ? Des services au départ. Oui, et ils étaient méconnus. Ensuite, ils sont connus parce qu'effectivement, ils partent vers la Syrie et puis ils reviennent. Et ça, le retour va être difficile également. Même l'un des complices... Il faut l'empêcher, le retour. Alors, on a du mal à comprendre, par exemple, que des jeunes filles partent en Syrie pour défendre un système de soumission.
pour défendre un système qui rétrograde la qualité de femme, par exemple. Donc c'est vrai que nous, on a du mal à comprendre ces objectifs de certains jeunes. Alors je crois également que peut-être on n'a pas suffisamment mis en valeur notre système laïque et démocratique, qui était quand même le meilleur système pour les citoyens au monde. Donc pour vous, ce serait aujourd'hui liberté, égalité, fraternité, laïcité, il faudrait qu'on le rajoute, laïcité et qu'on mette plus d'autorité et de discipline. Mais où? Je pense partout. Des écoles, dans notre société. Dans les prisons aussi. Actuellement, c'est l'iceberg. On voit ce qui est visible. Mais on ne voit pas ce qui est on ne voit pas la face cachée, on ne voit pas ce qui est invisible. Et à quoi vous pensez quand vous dites on ne voit pas ce qui est invisible? À quoi pensez-vous? Je pense que nous avons devant nous un mal endémique qu'il faut enrayer, qu'il faut absolument enrayer. Et il faut absolument reprendre la main et que l'état de droit reprenne la main partout en réalité, même si nous sommes dans un état de droit. Mais malheureusement, on peut voir des petits phénomènes de rejet de notre système démocratique, de notre laïcité. Et ces petits phénomènes de rejet, je pense qu'on ne peut pas maintenant les banaliser. Il faut vraiment les prendre en compte. Comment le gouvernement, M. Pouillot, comment le gouvernement peut-il manœuvrer entre protéger d'un côté la communauté juive de France qui est victime d'antisémitisme et puis ne pas stigmatiser, en effet, la communauté musulmane qui a quand même du mal à se débarrasser de ce que j'appellerais ces brebis galeuses? Alors, c'est une question qu'il faut poser à la communauté musulmane. Et je pense que vous avez des recteurs de mosquées qui ont fait déjà des réponses. Moi, j'étais, il y a très peu de temps, sur une autre chaîne, en débat avec un imam qui prend conscience également de cette difficulté. Parce que moi, il y a un mot fort que j'ai pris en compte dans mon esprit du Premier ministre, lorsqu'il dit il n'est pas acceptable qu'un juif ait peur en France de vivre sa vie quotidienne. Comme il n'est pas acceptable que certains musulmans pourraient avoir honte d'être musulmans. Et donc je crois que dans cette phrase, il a dit l'essentiel. Et par conséquent, ce qui peut relier les religions, c'est bien la laïcité, c'est bien nos valeurs républicaines, qu'il faut vraiment mettre en valeur avec plus d'autorité, parce que ça nous permet de vivre. Et je pense que, moi j'aime bien le vocabulaire, un islam éclairé, qui acceptent nos valeurs de démocratie républicaine. Oui, moi je connais, écoutez, on connaît beaucoup de musulmans, bien sûr, ce sont des démocrates, bien sûr qu'ils acceptent les valeurs laïques. Mais ces musulmans qui appartiennent à des communautés, peut-être qu'ils sont trop silencieux. Ils ont peur. Ils sont trop silencieux, donc il faut les faciliter leur expression également. Ne manque-t-il pas de leaders ? Oui, mais parce que cette religion n'est pas organisée comme d'autres religions, si vous voulez. Il n'y a pas de chef spirituel. Vous avez plusieurs chefs spirituels un peu partout. Et c'est peut-être là le problème alors. Et ça peut être un souci. J'entendais des gens hier, pas plus tard qu'hier, qui me disaient, en France c'est comme ça, on respecte le juif, mais on n'a pas peur de lui, on ne respecte pas le musulman, mais on a peur de lui. Est-ce que ça ne correspond pas à une certaine réalité? Tu nous as dit ça, Christian, mais c'est étonnant. Oui, alors moi je pense que les notions de dignité, les notions de respect, ce sont des valeurs universelles. Bien sûr. Et que ces valeurs doivent s'appliquer sur tous les citoyens. C'est l'honneur de notre République, c'est l'honneur de nos démocraties. Donc il ne faut pas effectivement diviser les choses. Par contre, on a un réel souci avec les néo-fondamentalistes, effectivement, qui rejettent en bloc ce que nous sommes, notre identité, notre civilisation, nos valeurs, et le fait qu'on parle maintenant de califat qui avait été aboli par M. Kemal Atatürk, c'est quand même un peu étonnant. Vous savez ce que c'est un califat? C'est à la fois le pouvoir cultuel, mais le pouvoir temporel en même temps. Alors que nous, on dit il y a le pouvoir cultuel, mais le temporel, c'est les citoyens à travers leur démocratie. Et c'est ça le problème de fond qui se pose actuellement. Vous disiez tout à l'heure, ce sera ma dernière question, il faut prendre des mesures fortes. En gros, il ne faut plus rien laisser passer aujourd'hui. À quelles mesures fortes vous pensez qu'on aurait peut-être dû prendre avant? Vous pensez à quelque chose en particulier? Par rapport à des comportements, par exemple, qu'on peut observer dans certains endroits. Moi, par exemple,
lors d'une campagne municipale, j'ai entendu effectivement 2 jeunes dire on n'a rien à faire de la démocratie, ce qui compte pour nous, c'est le pouvoir religieux. Et bien, alors là, on dit rien, on passe. Et là, il n'aurait pas dû. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Eh bien, je pense qu'il faut. Ça, c'est des paroles qui m'interpellent. Ouais. Et que des jeunes remettent en question le fait de voter, par exemple, alors que le vote est pour moi le symbole de la démocratie, ça questionne. Et donc, quand je dis des paroles fortes, pourquoi pas obliger les gens à aller voter aussi, parce que le vote obligatoire, il a été mis en Belgique, ce qui n'a pas empêché malheureusement des attentats également. Enfin, mais il y a peut-être des mesures fortes, à prendre pour renforcer la démocratie et pour renforcer la laïcité. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député socialiste et vous avez été directeur des maisons d'arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Merci à vous.